Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Si vous voulez croquer la vie à pleines dents et avoir un beau sourire pour la vie, vous devez préserver votre capital dentaire et ce, dès le plus jeune âge. Vous l'aurez compris, nous nous intéressons ce soir à votre santé bucco-dentaire, trop souvent délaissée en dehors des douleurs. Nous célébrions d'ailleurs la journée mondiale du dentiste hier, l'occasion de faire le point sur les maladies bucco-dentaires, ce problème majeur de santé publique, vu leur incidence et leur prévalence. Ce soir, avec mes invités, on tentera de brasser large pour parler d'abord de prévention, puisqu'il s'agit essentiellement de problèmes évitables, mais aussi de traitement et de prise en charge, de la restauration, en passant par la dévitalisation ou encore les soins ODF, jusqu'à l'implantologie. La chirurgie dentaire offre aujourd'hui une large palette de soins qui nous promet de restaurer nos dents, mais aussi de parfaire notre sourire. Comment et à quel prix? C'est la question que nous posons ce soir à mes invités et j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Ould Hamouda Belila. Vous êtes chirurgien dentiste libéral, vous êtes également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, vous faites beaucoup de sensibilisation, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Setri Belel. Vous êtes maître assistante au CHU Bnimistus, vous êtes spécialiste en prothèses dentaires. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir Dr Bouhafs Wafa, ancienne maître assistante des CHU. Vous êtes également spécialiste en ODF, en orthopédie dentaire et faciale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous trois d'être présentes ce soir. Je suis vraiment ravie de parler aujourd'hui de santé dentaire, une thématique qui, à mon avis, en tout cas, n'est pas suffisamment abordée sur les plateaux. On a l'impression, en tout cas, que c'est un peu le parent pauvre de la santé, la santé bucco-dentaire. Nous n'en parlons pas assez. Quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de la prise en charge des maladies bucco-dentaires, Dr Ould Hamouda? Au fait, déjà, il faut faire un travail de sensibilisation par rapport aux soins dentaires. On va dire que ce n'est pas la priorité. Premièrement, les soins dentaires coûtent cher. Voilà, déjà, c'est la première problématique. Et puis, c'est pas ancré dans les habitudes, c'est pas encore suffisamment ancré dans les habitudes d'entretenir ses dents, de faire une visite régulière chez son dentiste, de soigner des caries dès leur apparition. Voilà, donc il y a... Je pense que ces derniers temps, il y a quand même une prise de conscience. Moi, j'ai constaté au niveau de mon cabinet que les patients ramènent leurs enfants de plus en plus jeunes dès qu'il y a apparition d'une carie. Que ce soit pour les soins dentaires, que ce soit pour le détartrage, même pour les traitements orthodontiques. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Et seulement, ça reste toujours que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, c'est un problème qu'on est justement aujourd'hui peut-être. C'est pas à la portée de tout le monde et c'est très peu remboursé, hein, c'est ça, docteur Setri? Exactement, oui, c'est pas pris par la sécurité sociale, donc c'est des soins qui coûtent cher quand même, surtout le volet prothétique, donc des couronnes, les implants, donc ça reste hors de prix. Exactement, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est pour ça justement que ce soir nous accordons une grande importance dans cette émission à la prévention. Hein. Nous ne faisons pas suffisamment non plus dans la prévention, docteur Setri. Nous sommes un pays à grande prévalence, j'ai envie de dire, ou à grande prédominance de maladies bucco-dentaires? Exactement, effectivement, nous recevons des patients parfois de très jeune âge et dont la perte des dents est importante chez eux. C'est-à-dire on reçoit des patients qui présentent des édentements parfois antérieurs. Donc c'est ce qui est triste un peu, hein. C'est des jeunes patients. Donc c'est vrai que les patients ne consultent pas à temps et ils sont directement vers l'extraction parce que le soin est un peu cher. Donc ils vous disent voilà, j'extrais la dent parce que le soin me revient très cher. Oui, docteur Bouhafs, alors si on a bien compris, nous ne faisons pas suffisamment dans la prévention. Est-ce que les Algériens ont la culture, est-ce qu'ils se préoccupent de leur santé bucco-dentaire? Est-ce qu'on a cette culture finalement? On va dire oui et non, parce qu'il y a une catégorie de patients quand même qui consultent assez tôt ou dès l'apparition des petits problèmes, on va dire. Donc là, ça nous facilite la tâche parce que là, on va vers des traitements quand même qui sont peut-être moins coûteux pour le patient, ce qui est meilleur pour eux. Et aussi, ça va donner, qu'ils prennent moins de temps, mais aussi ça donne un résultat plus stable. Mais
en parallèle, on va trouver, on rencontre aussi une partie de la population qui ne consulte que tardivement. On va dire que la responsabilité aussi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. La sensibilisation, elle vient pour les enfants du pédiatre déjà. Le pédiatre, on va dire que l'enfant consulte le pédiatre assez souvent quand il est jeune, on va dire jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas la culture d'aller consulter, d'aller voir un dentiste au moins à partir de l'âge de 6 ans. Parce que si on consulte tôt, on peut détecter les problèmes à leur début. Et là, on va aller vers un traitement plus facile, qui va prendre moins de temps. Qui coûte moins cher aussi, voilà, justement. Qui sera moins élaboré et beaucoup moins cher. J'imagine que vous voyez ça aussi en ODF. C'est ça, justement. Voilà, les gens arrivent souvent à un stade assez tardif. Parfois, oui, ils arrivent à un stade avec une anomalie assez importante qui les mène parfois jusqu'à la chirurgie. Alors qu'à un âge très précoce, c'est juste des petits dispositifs avec lesquels on peut régler beaucoup de problèmes. Donc, c'est des patients, un patient jeune qui présente aussi des dysfonctions ou bien des parafonctions, c'est-à-dire un patient qui suce son pouce, qui respire par le nez. Donc ça, c'est des patients qui sont, on va dire, candidats pour un traitement orthodontique. Voilà, pour un traitement orthodontique à partir de l'âge de 10 ans, ce qui est dommage, parce qu'à un âge précoce, on va dire 6 ans, c'est juste une orientation, on va dire, vers juste un ORL peut régler ce problème-là. Donc, d'un côté, on tombe sur des personnes super conscientes qui nous ramènent des enfants assez précocement. Mais malheureusement, la plupart des patients, on les reçoit à un âge assez avancé avec des anomalies bien présentes et difficiles à traiter dans la majorité des cas. On va y revenir en tout cas pour dire à quel point il est important de consulter précocement pour la prise en charge, justement pour que ce soit moins coûteux et moins élaboré. Je vais vous inviter, mesdames, à regarder un reportage. On va faire une visite justement chez le dentiste. C'est ce que nous propose en tout cas Nassim Messaïni dans ce reportage. Regardez. Rien n'est plus agréable que de commencer la journée avec un beau et large sourire. Mais ils sont nombreux à croire que pour avoir un sourire radieux, il faut avoir une belle dentition. C'est pas vrai, parce qu'on peut avoir de belles dents et avoir une gencive, enfin une belle denture et avoir des gencives enflammées, rouges, bleuâtres, une hyperplasie, c'est-à-dire l'augmentation de volume. Là, on n'aura pas un beau sourire, on n'aura pas un sourire harmonieux. La cause, les troubles parodontaux, une maladie courante qui affecte les tissus entourant les dents. Comme beaucoup de patients qui viennent dans ce cabinet spécialisé, Faisal souffrait d'une douleur au niveau des dents. Après consultation, il est immédiatement orienté vers un spécialiste. بعثني عند هذه حنين في الزوار كيف عندها قالت لي عندك الرشوه تاعك راحت لك. Les troubles parodontaux peuvent aussi avoir des conséquences sur l'équilibre bucco-dentaire. عندي سنتي طايحه على جال لاجونسيف كان عندي لي بروبليم في لاجونسيف. على بالك لي سي البروبليم كان في لاجونسيف كان شويه على بالي شويه ما على باليش فاش كانت تما شغل. Une gencive qui n'est pas saine, d'abord, elle peut commencer par une petite inflammation, elle peut se dégrader vers de la gingivite à la parodontite. La parodontite, c'est quand il y en a des poches parodontales, la dent devient mobile, il y a une récession osseuse, il y a un déchaussement. Ce qu'on appelle un déchaussement, c'est une récession de la gencive. Là, au début, aussi, on peut traiter. Les spécialistes déplorent cependant le fait que les patients soient peu informés sur cette maladie et ses complications. Souvent, les malades arrivent dans les cabinets dans un stade d'infection très avancé. Ma spécialité, la parodontologie, qui est la spécialité des gencives, elle est très méconnue. Les gens s'inquiètent quand ils ont mal à la dent, quand ils voient que leurs dents sont pas très bien alignées, quand il y a une carie. Mais ils oublient que même si on a de belles dents et les gencives sont malades, il m'est arrivé d'extraire des dents qui étaient saines, on les voit intactes, aucune carie et tout, mais elles sont mobiles parce qu'il y a un problème parodontal. Vous l'aurez compris, pour avoir un beau sourire, il faut d'abord se brosser les dents correctement, faire son détartrage annuellement et bien entretenir ses gencives. Oui, absolument. Les gencives font partie justement d'un ensemble. On a vu un reportage sur la parodontologie. Mais avant peut-être d'en arriver là, on va commencer par le tout début. Et le tout début, ce sont les dents de lait, me diriez-vous. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire de soigner les dents de lait? Parce qu'on a tendance, peut-être la majorité des gens ont tendance à négliger quand c'est une dent de lait. On a tendance à dire c'est pas grave, de toutes les manières, il aura une autre dent. Exactement.
Quand on reçoit les parents, ils viennent, ils disent bon, la dent elle est carriée. Des fois, ça arrive juste jusqu'au stade de l'infection, c'est-à-dire ils viennent avec une inflammation, un abcès dentaire et des douleurs sur une dent de lait. Et les parents, ils négligent parce que, justement, pour eux, l'enfant, il va changer ses dents de lait, il va les remplacer par des dents définitives. Donc, voilà, donc ils ne prennent pas vraiment au sérieux, ils ne donnent pas de l'importance aux dents de lait. Oui. Or que c'est très important de maintenir ces dents de lait le plus longtemps possible. Pourquoi? Déjà, avoir une bonne santé dentaire pour l'enfant, c'est bon pour son équilibre. Avoir des caries, des douleurs, des infections à un jeune âge, déjà, il y a la douleur. L'enfant s'alimente mal. Ça a une répercussion sur sa croissance, sur son sommeil, sur son épanouissement. Les enfants, même, il peut avoir un décrochage scolaire chez des jeunes enfants parce qu'à l'école, il n'arrive pas à se concentrer, il a mal à la dent. Donc, c'est très important de prendre soin de ces dents, même les dents de lait. Il ne faut pas oublier aussi, ma consoeur orthodontiste va le confirmer, oui, que les dents de lait, c'est un guide pour les dents définitives. Absolument. Voilà. Donc, c'est-à-dire, elle guide la poussée des dents définitives. Oui, docteur, voilà. Pour qu'elle vienne vraiment, voilà, pour quand il y a éruption, elle sort dans le bon emplacement. Voilà, ça évite les chevauchements et voilà, les pertes d'espace. C'est pour avoir un bon alignement en fait, des dents. Effectivement. Oui, docteur Bouhaf, c'est ça justement. Moi, je reviens sur ce que ma consoeur a dit. Il est très important et primordial de garder les dents de lait jusqu'à la date normale de leur chute pour être remplacées par les dents définitives. Hein. Exactement. Voilà, il faut pas négliger. Si elles sont cariées, il faut absolument les soigner. Déjà, ça maintient l'équilibre de l'appareil manducateur, de la mastication aussi, beaucoup plus. Mais aussi, la croissance des mâchoires, elle se fait lorsque les dents sont en place. Si la dent est cariée, on arrive à un stade où la récupération est impossible, là, il faut placer un petit dispositif pour maintenir la place, pour laisser venir la dent définitive. Parce que là, on reçoit parfois des patients qui, à la base, ne devaient pas présenter des petits problèmes. C'est-à-dire une couronne ou... Non, pas de couronne, un petit dispositif orthodontique. On appelle ça un mainteneur d'espace, tout simplement, pour garder la place nécessaire pour que la dent de remplacement puisse sortir dans sa position naturelle et physiologique. Oui. Aussi, on est très loin, hein. C'est ça, on est très loin, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout. Oui. Si on reçoit un patient avec une carie, avec des caries sur les dents de lait, bien sûr, nous, on essaie de les pousser vers le soin le plus longtemps possible, pour qu'ils puissent garder la dent le plus longtemps possible. Mais si le dentiste qui les prend en charge nous dit, voilà, c'est pas possible de les garder, on essaie d'expliquer aux parents justement que sur la radio, que cette dent qui doit sortir à la place de cette dent qui doit être extraite, elle ne pourra se faire, cette éruption ne pourra se faire que si l'espace est maintenu. Or, les dents de derrière vont pousser vers l'espace libre et là, il y aura un problème de chevauchement plus important que si la dent resterait sur l'arcade. Docteur, c'est très... alors on a tendance peut-être à banaliser justement les soins pour les enfants. Voilà, pour les enfants ou les dents de lait, alors que c'est très important, hein, comme disait docteur Ould Hamouda, par rapport à la phonation, l'articulation, la mastication, l'alignement des dents définitives aussi. Absolument. C'est-à-dire là, la perte précoce des dents temporaires va créer des désordres. Là, on le sait, elle a déjà donc confirmé la consoeur de l'ortho. Nous, en tant que prosthodontistes, nous recevons parfois comme ça des enfants où il y a la perte précoce, soit par chute, c'est-à-dire suite à des maladies carieuses où on ne peut plus garder la dent, et c'est-à-dire des traumatismes, donc suite donc également à une chute, ou même parfois suite donc à des syndromes, des maladies congénitales, où nous sommes dans l'obligation d'intervenir afin de maintenir cet espace par pas des dispositifs orthodontiques, mais par le biais d'une prothèse. Donc, ça se fait aujourd'hui, hein, des prothèses pour enfants. Oui, ça se fait. C'est des prothèses pédiatriques, donc à caractère évolutif. Donc j'insiste sur ça parce que on est obligé de contrôler le patient, de suivre sa croissance. Parce qu'il faut savoir que la prothèse, c'est un dispositif qui bloque la croissance. Donc il faut qu'elle soit donc faite en collaboration avec les gens de l'orthodontie pour, c'est-à-dire pour que ça soit donc fait en suivant la croissance de l'enfant. Voilà, donc il faut vraiment, il faut pas banaliser ça, et surtout sinon il va y avoir des désordres concernant la dentition définitive, donc la denture permanente. Oui. Docteur Hamouda, à quel âge on devrait faire justement la première visite pour un enfant par exemple? Elle devrait se faire à quel âge?
Et il ne faut pas attendre non plus que les dents soient cariées ou qu'on ait une L'idéal, c'est douleur. vers l'âge de 5 ans, parce que s'il y a des problèmes d'ordre maxillaire, on va dire, c'est les mâchoires, il y a des... C'est-à-dire il vaut mieux agir tant que l'enfant est en pleine croissance. Là, c'est des dispositifs orthopédiques voilà, qui seront faits par le soin des orthodontistes. Et s'il y a des caries, déjà même, ça serait bien à partir de l'âge de 5 ans parce que l'enfant, il comprend, il assimile ce qu'on lui explique. Donc, on lui explique les techniques de brossage, l'intérêt. Vous savez, ils sont très intelligents et ils coopèrent. C'est-à-dire il faut que les parents aussi s'impliquent dans cette mission. Voilà, donc déjà une première visite pour mettre en confiance le patient, pour qui voit ce que c'est qu'un cabinet dentaire, c'est quoi le dentiste, déjà pour supprimer l'appréhension, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport au dentiste. Il y a même des parents qui menacent. On n'y va pas à gaieté de cœur, hein, ça c'est sûr. Il y a des parents, l'enfant il n'a jamais vu le dentiste, mais à chaque fois qu'il mange un bonbon, qu'il ne se brosse pas les dents, dès qu'un dentiste, c'est une menace. Donc il a déjà peur du dentiste sans avoir jamais mis les pieds chez le dentiste. Déjà ça permet un petit peu... Votre réputation vous devance. Malheureusement oui. Et les parents nous aident pas dans tout ça. Donc ça permet déjà d'éliminer cette appréhension, d'expliquer aux patients les techniques, à l'enfant les techniques de brossage et l'intérêt du brossage, mais de façon très ludique. Au cabinet, on a ce qu'il faut pour expliquer aux patients, le mettre en confiance, qu'il fasse la visite du cabinet dentaire, comment travaille le dentiste, les instruments du dentiste. Et voilà, c'est-à-dire dès qu'on a la confiance du patient, de l'enfant, je vous dis, après on peut faire ce qu'on veut. Absolument. Moi, j'ai des patients, des enfants de 4-5 ans chez qui j'ai fait des soins, ils rentrent, ils ouvrent la bouche, ils me laissent travailler pendant 30 minutes. Voilà, donc dès qu'on a établi cette relation de confiance, c'est bon. C'est très important. Voilà, c'est très très important. Oui. Donc à partir de 5 ans, même pour détecter s'il y a des problèmes orthopédiques ou orthodontiques, pour pouvoir orienter chez un confrère pour qu'il soit pris en charge à temps. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut évaluer dans une première visite, justement, parce que c'est le but, quand on va en visite, c'est-à-dire sans être malade, est-ce qu'on peut évaluer le risque carieux, par exemple, chez un enfant ? Est-ce qu'on peut savoir si cette personne peut développer des caries? Oui, ça dépendra de son hygiène bucco-dentaire. Si l'enfant, ou bien vous parlez de l'enfant ou vous parlez d'un patient... D'une personne d'une manière générale? D'une personne d'une manière générale, oui, ça dépendra de son hygiène. Si le patient se présente, on fait la première consultation, on constate qu'il a une bonne hygiène bucco-dentaire, oui, c'est un patient, c'est-à-dire il ne va pas développer donc, des caries. C'est l'entretien bucco-dentaire ou l'hygiène bucco-dentaire, c'est le facteur important pour déterminer si le patient va avoir des caries ou pas. Après, on ne peut pas donc nier ou oublier, il y a le facteur donc, héréditaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que l'hygiène qu'on peut impliquer. Non, il n'y a pas que l'hygiène. Incriminer plutôt. Exactement, il n'y a pas que l'hygiène, il y a l'hérédité également. Donc, c'est un facteur assez important et on ne peut pas dire aux patients que voilà... c'est injuste, finalement. Voilà, ajouter un autre facteur, si vous permettez. Oui, bien sûr. Allez-y. Il y a aussi l'alimentation. Il ne faut pas oublier que... c'est un facteur très important. Voilà, donc les enfants, la nouvelle génération, on va dire, même les parents, moi, je suis allée les parents, mais c'est leur rôle aussi d'être un petit peu, on va dire... rigoureux, plus de rigueur. Voilà, rigoureux. Les enfants partent à l'école avec des goûters très sucrés, donc des packs de jus hyper sucrés, des produits transformés, riches en sucre, riches en acide, et tout ça, ça fragilise les dents. Si on ajoute à cela une mauvaise hygiène, et des mauvais gènes, alors, je ne vous dis pas la prévalence des caries chez ces patients-là. Oui. Alors, finalement, on est une population à haut risque carieux, vu notre alimentation, Dr Bouhafs. Oui, oui. Beaucoup de patients présentent des caries qui laissent malheureusement arriver à un stade assez évolué pour consulter, jusqu'à ce qu'ils aient quand même une douleur qui pousse à aller chez le dentiste. Et pour ça, c'est vrai que c'est malheureux parce que après on arrive à des solutions compliquées. Il n'y a pas en plus, c'est pas, si je reviens juste sur le point alimentation, moi je parle un peu sur le volet orthodontique. Il n'y a pas que le côté calorique, sucre et tout par rapport aux dents. Il y a aussi pour la bonne évolution exactement des mâchoires, pour la bonne croissance. Il y a aussi l'alimentation molle en ce moment. Il n'y a que tout ce qui est très rapide et tout. Donc, alors que les aliments assez durs, avec une bonne mastication, donnent une bonne croissance aux mâchoires. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui mange
plus bonbons et des aliments plutôt liquides, ces mâchoires ne vont pas croître exactement de la même façon qu'un patient qui mâche bien, qui prend des aliments assez durs et semi-liquides. Donc il y a tout ça. Et si je reviens aussi un peu sur la première consultation, il ne faut pas attendre qu'on ait mal pour consulter. Absolument, ça. Surtout pour l'orthodontie. Pour l'orthodontie, on va dire la première consultation. Pas uniquement pour l'orthodontie, d'une manière générale. Oui, mais je reviens juste par rapport à la, au degré des anomalies. Exactement. Voilà. Il ne faut pas avoir... Voilà. Parce que la majorité, si le motif de consultation chez le dentiste c'est la douleur, moi je dirais pour l'orthodontie, c'est plus esthétique. Mais malheureusement, il y a des anomalies qui ne présentent pas, qui n'ont pas de répercussions esthétiques. On voit le patient, il a des dents alignées, mais si on voit les mâchoires, il y a des catastrophes, il faudrait les prendre en charge assez rapidement. Donc il faut aller vers le spécialiste, justement, le dentiste, pour qu'il puisse guider le parent pour qu'on puisse établir un plan de traitement, ou à l'âge de 6 ans, ou bien on expliquera par la suite à partir de quel âge il faudrait commencer le traitement. Voilà. Et ça, les problèmes d'orthodontie sont dus généralement à quoi? Alors on a parlé des facteurs prédisposants à avoir des caries, on a parlé un peu de génétique, on a parlé d'aliments, bien sûr, d'alimentation, on a parlé d'hygiène surtout. Et pour l'orthodontie, il y a le facteur héréditaire également. Il y a le facteur héréditaire pour les anomalies osseuses. Il y a aussi pour le problème aussi des malpositions dentaires. On va dire que l'enfant il peut hériter d'une petite mâchoire de la mère avec de grandes dents du père. Donc là, ça fait un décalage entre les deux. Et, il y a les tétines aussi et les exactement. Voilà, il y a la fonction, il y a la fonction et les parafonctions. Donc un enfant qui suce son pouce ou un autre doigt longtemps, ou bien qui garde la tétine. Quand on dit longtemps, ça veut dire combien? Au-delà de 2 ans. D'accord. Oui, au-delà de 2 ans, ça va donner des catastrophes. Un enfant qui respire mal par le nez, ce qui l'oblige à respirer uniquement par la bouche, aussi va présenter des problèmes orthodontiques. Donc il y a, on va dire en résumé, il y a le côté génétique, héréditaire et aussi la fonction. Absolument. Voilà. Docteur Sottrick, est-ce que la carie est le motif de consultation le plus fréquent ou il y a d'autres motifs aussi de consultation que vous voyez qui sont récurrents? La carie, c'est le motif le plus fréquent. Après, nous, c'est-à-dire en tant que spécialiste en prothèse, le motif le plus fréquent, c'est la perte des dents, surtout quand c'est antérieur, c'est l'esthétique. Donc, c'est ce qui amène les patients... Il y a aussi les dents jaunes aussi aujourd'hui. Alors, peut-être les gens qui veulent absolument blanchir leurs dents. C'est le voilà, sourire, comme vous voyez dans le reportage. Exactement, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique quand il s'agit... Quand il s'agit du secteur esthétique, ça amène les patients à consulter en urgence parce que pour eux, l'esthétique prime. Alors que je vous donne par exemple la perte d'une dent antérieure, donc le patient consulte très rapidement. La perte d'une dent postérieure, non, le patient ne consulte pas. Il vous dit elle est cachée, donc pourquoi je vais débourser tant d'argent pour la remplacer. Donc c'est vrai que la Alors il faut rappeler que quand même que quand on remplace une dent, ce n'est pas uniquement une question d'esthétique. C'est pas uniquement un préjudice esthétique. On a la fonction et tout accomplir donc ces fonctions-là, c'est-à-dire mastication, phonation, tout ça, c'est-à-dire rentre en jeu. Mais c'est vrai que la carie dentaire est le facteur donc la douleur, on va dire. C'est-à-dire, pour être ciblé, c'est la douleur qui incite les patients à consulter. Après la douleur, c'est la perte des dents esthétique secteur antérieur. Oui. Voilà. Docteur Hamouda, vous avez parlé tout à l'heure des aliments. Est-ce qu'il y a des aliments connus qui sont aujourd'hui, qu'on pourrait désigner comme des ennemis de l'émail aujourd'hui? Bien sûr. Il y a les jus au chocolat, très connus. Le soda aussi. Les sodas parce qu'ils sont riches, non seulement ils sont riches en sucre, mais c'est acide. Et c'est beaucoup plus les boissons sucrées et acides, mais aussi il y a les bonbons, les chewing-gums aussi parce que ça colle, les caramels, ça colle, ça reste collé, même si l'enfant il avale son caramel, mais ça reste au niveau des sillons. Voilà, s'il ne se brosse pas, voilà. Le tabac aussi, le tabac c'est un ennemi juré des dents aussi. Oui, le tabac beaucoup plus c'est par rapport à la gencive aussi, mais ça fragilise aussi. Ça fragilise aussi l'émail, donc tout ça c'est des facteurs, on va dire, aggravants. Voilà, mais par rapport à la coloration, vous parliez de la blancheur des dents, tout ce qui est tabac, thé, café, ça c'est beaucoup plus, ça colore avec le temps, la teinte des dents, elle a tendance à foncer. Mais pour ça, il y a une solution, on fait un détartrage, un polissage. Et si on veut vraiment un beau sourire, on fait un blanchiment chez le dentiste, bien sûr. Oui, ça c'est très important, mais bon, c'est pas sans voilà.
Je pose même pas la question. Exactement. C'est pas sans incidence sur nos gencives, par exemple. Ça peut être délétère aussi, un blanchiment quand bien il est... sûr, Voilà. bien sûr, il faut le faire chez le chirurgien dentiste ou chez le médecin dentiste actuellement. Donc, pas chez des coiffeuses, parce que malheureusement, on est en train de voir ça. Le fait actuellement, sur les réseaux sociaux, on est en train de voir donc cette nouvelle tendance. Ça se banalise, ça se clochardise, malheureusement. Exactement. Et surtout, l'éclaircissement dentaire, il n'est pas sans conséquence, il n'est pas bien fait selon un protocole rigoureux. Exactement. Donc, c'est le médecin dentiste qui est censé donc faire ça et assurer cet éclaircissement. Il faut savoir qu'on a donc, si on peut se permettre de parler un peu de l'éclaircissement, donc nous avons donc plusieurs techniques. Soit il est fait donc sur fauteuil, donc avec, c'est-à-dire en présence donc du médecin dentiste, ou bien on peut le faire en ambulatoire. Donc c'est le patient donc lui-même qui va porter ses gouttières donc d'éclaircissement chez lui à la maison et des contrôles périodiques chez le médecin dentiste pour voir le résultat qu'on a eu. Et voilà. Ah oui, mais il faut rappeler d'abord que c'est un coup d'éclat. Et puis, ce n'est pas définitif. Hein, la teinte risque de revenir. Hein, et après, ça dépendra aussi de l'hygiène qu'on va avoir. Exactement, oui. C'est-à-dire, une fois l'éclaircissement est fait, il y a certaines précautions à prendre, certains conseils à donner à notre patient. Donc, pour préserver cet éclaircissement, justement. Pendant un laps de temps. Vous faites bien de dire éclaircissement et pas blanchiment. Éclaircissement, voilà. Donc, on éclaircit un peu la dent. Et c'est pour un laps de temps, c'est pas définitif, c'est pas donc à vie. Et il y a certains conseils qu'on donne donc à nos patients, éviter donc les boissons à base de thé, donc le thé par exemple, le café ou bien même les épices donc de forte coloration comme ça, donc on les évite parce que ça, c'est-à-dire le résultat ne va pas être ne va pas être maintenu pendant. Et pour les détartrages, d'abord c'est une autre indication. On est obligé de passer par un détartrage, polissage et ensuite un éclaircissement. Donc ça fait partie de la chaîne thérapeutique, on va dire. Le détartrage doit être régulier. Est-ce qu'on doit le faire par exemple chaque année? Est-ce qu'on doit le faire? Comment ça se passe? C'est des visites périodiques chez le dentiste. C'est toujours dans le cadre de la prévention et tout. Une visite donc chaque 6 mois, une année, c'est en fonction. Donc c'est le dentiste. Ça n'abîme pas l'émail? Non, ça n'abîme pas l'émail. Et c'est le dentiste qui décidera donc de ces visites quotidiennes, on va dire, de contrôle. Oui. Voilà. Docteur Bouhafs, pour rester dans la carie, hein, on a dit que c'était le motif le plus fréquent pour les visites. Il faut rappeler peut-être que la carie ne guérit pas spontanément. C'est très important de consulter. Et ça ne fait que s'aggraver quand on attend. Parce qu'on a tendance parfois à banaliser quand on a une petite douleur. Rappelez peut-être aux gens qui nous regardent ce soir que ça s'aggrave et ça peut toucher, voilà, ça peut altérer même l'état général de notre santé. Justement, parce que la carie, elle commence quand même, on va dire, à un degré minime. Et le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de patients qui nous disent mais j'ai peur du dentiste, c'est pour cette raison que je ne viens pas. Mais le problème, c'est que plus ils tardent, plus ils vont aller vers un traitement plus douloureux peut-être. Et donc là, ça guérit pas. Il faut nettoyer, il faut remplacer la partie. Oui, on a l'image. Voilà, exactement. Donc quand on a une carie, il faut vraiment nettoyer le tissu. Il faut enlever le tissu carieux. Il faut le remplacer par une obturation pour ne pas laisser la dent ouverte. Pour que tant qu'on est dans des tissus assez durs, là le patient n'a pas mal. Mais quand on a peur du dentiste, on laisse la carie évoluer, on va aller vers des soins qui prendront plus de temps sur fauteuil, où le patient peut-être risque d'avoir des complications, parce que d'une carie simple, on peut aller vers un abcès. Absolument. Et là, c'est tout, on va dire, c'est tout le. Après, ça peut donner aussi des problèmes autres qui dépassent la cavité buccale. Oui, malheureusement. Lesquels? On peut aller jusqu'où? Surtout, il faut rappeler encore que c'est très important, surtout sur les personnes qui ont des problèmes de santé, des diabétiques, des personnes avec des cardiopathies. Donc ça, c'est très important de soigner les dents, de soigner les caries dès leur début. Donc, quel est le risque, docteur Hamouda, quel est le risque justement de ne pas soigner ces dents? Il faut savoir que la dent, elle n'est pas isolée. Chose que peut-être pas tout le monde, les gens ne l'ont pas encore bien compris. D'accord. La bouche, elle n'est pas isolée du corps. C'est-à-dire que les dents, il y a des petits vaisseaux. Donc, la dent, elle est en relation avec tout le corps humain. Donc,
quand il y a une infection, il y a des bactéries, elles vont se proliférer, elles vont être transmises à d'autres organes. Comme l'a si bien dit ma consoeur, on peut avoir une endocardite bactérienne, ça peut attaquer le cœur, ça peut attaquer les articulations. C'est-à-dire on va avoir des infections qui vont toucher d'autres organes. Voilà, qui vont toucher. Les yeux, Et des fois, quand l'abcès dentaire n'est pas pris à temps, parce que le patient a peur, et des fois, ils prennent des médications. Toujours, on fait toujours un travail de sensibilisation par rapport à ça. Quand vous avez un abcès dentaire, je leur dis, s'il vous plaît, ne prenez pas n'importe quel médicament. Consultez, parce qu'il y a des médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent aggraver cette infection. On a tendance à prendre des calmants et à ne pas se soigner. Mais ce n'est pas vraiment indiqué parce que ça flambe l'infection. Et là, c'est carrément, ça peut être le pronostic vital qui peut être en jeu. Et ils atterrissent en général en maxillofacial, il faut drainer, il faut vraiment, l'état général s'altère. Ils arrivent jusqu'à avoir de la fièvre et tout. Donc, toujours, comme l'a si bien dit aussi, mes deux cancers, donc une infection dentaire, dès qu'on a une carie, il faut la soigner. Voilà. Déjà, plus tôt on la soigne, moins c'est coûteux et moins on aura de complications. Et ce n'est pas le dentiste qui fait mal, c'est la dent qui fait mal. Nous, on est là pour soulager nos patients. Chose qu'il faut retenir, je pense, dans cette émission. Voilà. Peut-être que parfois, il faut rappeler aussi que les soins se font aujourd'hui sous anesthésie. Ça, c'est très important parce que il y a eu une période quand même où on faisait des soins sans anesthésie et ça, c'était terrible quand même. Donc, oui, j'aimerais bien aussi revenir sur ça. Oui. Alors, si on est là aujourd'hui aussi, c'est un petit peu pour redorer un petit peu le blason du dentiste. Ce n'est plus l'arracheur de dents qui torture. Là, vous allez partir... Est-ce que l'extraction est considérée comme un échec aujourd'hui, justement, puisque vous parlez de ça? Sincèrement, on fait tout pour conserver la dent, mais... On a compris que c'est très important, finalement, de garder la dent, même si on peut garder une petite racine, c'est très important. Même une racine, on peut faire une reconstitution et faire une couronne dessus. On a tout, maintenant on a tout, c'est-à-dire on a tous les moyens, toute la technicité, tous les produits possibles pour pouvoir vraiment conserver la dent quand la racine est en bon état, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de kyste, donc on peut conserver et exploiter cette racine. Après, dans le cas extrême où on est obligé d'extraire, là il y a l'implantologie. Absolument. On va y revenir. Est-ce qu'il existe des soins préventifs de la carie? Oui. Oui. Il y a la fluoration topique. Chez les jeunes enfants, les tout petits, ça, voilà, exactement. C'est un gel fluoré, c'est du vernis donc qu'on met sur les dents. Au niveau des sillons, on va dire, parce que la dent, elle est faite donc anatomiquement, il y a des sillons, donc c'est là où commence donc la carie. Donc c'est de protéger donc ces sillons. C'est en prophylaxie, on va dire, c'est une action prophylactique pour éviter, voilà, préventive, purement préventive, pour éviter donc la carie ou la maladie carieuse en général. On donnait à un moment donné justement du fluor pour les tout petits. Est-ce qu'on continue à le faire aujourd'hui? Oui, en principe, oui. En principe, c'est toujours conseillé. C'est toujours conseillé. Après, c'est-à-dire, il ne faut pas dépasser un certain âge. Il ne faut pas donc dépasser un certain âge. Et malheureusement, nous, c'est-à-dire concernant les dentifrices, on ne sait pas le pourcentage exact donc, du fluor, parce que le fluor peut abîmer les dents également. Ça, c'est très important pour les dentifrices pour enfants, justement. Exactement, voilà. Le dosage du fluor. Docteur Bouhafs, quels sont les risques, justement, là, on parlait justement des risques d'une carie non soignée. Quels sont les risques de ne pas prendre en charge des problèmes de parodontie, justement, quand on a tendance à reporter? Quels sont les risques chez un jeune enfant ou un jeune, tout simplement? Oui, de parodontie. Plutôt, voilà. Donc la parodontie, c'est les tissus de soutien de la dent. C'est-à-dire que nous avons la gencive, les ligaments, et là, on a vu tout à l'heure la photo, avec l'os qui supporte la dent. Donc quand on a un problème parodontologique et il n'est pas pris en charge, là, parfois, c'est la perte de la dent, même si elle est saine. Même si elle n'a aucune carie, c'est une dent qui va, on va dire, flotter dans le tissu de soutien. Il n'y aura pas de support et c'est un risque de perte de la dent d'une façon même précoce. Et là, c'est très pénible pour le patient parce que pour lui, il a des dents saines, mais malheureusement, c'est des dents qui ne sont pas stables dans l'os. Et là, ça reste quand même un inconvénient parce que même pour la mise en place, après, je pense, elles vont le mes cancers pour la mise en place d'un implant, ça ne va pas être aussi facile que si le patient ne présente pas de problème parodontal. Et dans l'EDF, justement, la prise en charge précoce aussi, c'est très important. Oui, c'est très important. Nous, on fait beaucoup d'interception et de prévention. Donc,
d'arrêter le problème orthodontique à son début, lorsqu'on le constate, si bien sûr la consultation est assez précoce. Sinon, on essaie de travailler avec des dispositifs très simples pour que la maladie n'évolue pas. Donc, pour ce faire, il faut que le patient consulte tôt. On ne peut pas recevoir un patient à l'âge de 12 ans avec un problème installé et dire on va aller dans la prévention. La prévention, elle se fait d'une façon générale vers l'âge de 5-10 ans. Si le problème, bien sûr, voilà, on prévoit l'anomalie qui va arriver peut-être par la suite. Peut-être parce que parfois on entend dire, vous me corrigez hein, si c'est une bêtise, on entend dire que chez par exemple les enfants, il faut attendre qu'ils terminent leurs dents avant de consulter. C'est pour ça peut-être que les gens attendent. Oui, là, ça c'est une erreur finalement. Malheureusement, oui, c'est une erreur. On reçoit beaucoup de patients qui nous viennent avec toutes les dents définitives installées et on nous dit, enfin, parfois on nous dit que c'est le dentiste qui nous a dit d'attendre. Alors que non, ça c'est une grande bêtise parce qu'une fois toutes les dents installées, mises en place, là il y a un minimum, on est vraiment... on va dire, on va aller vers une thérapeutique non choisie, c'est-à-dire qu'on est guidé dans on n'est pas libre de choisir la thérapeutique, alors que si le patient était venu à un âge précoce. Voilà. Donc, puis même les résultats sont beaucoup plus... Les résultats sont beaucoup plus stables si on agit tôt, surtout lorsqu'il y a des anomalies osseuses. Les anomalies osseuses, c'est les bases osseuses, c'est des mâchoires qui ne sont pas coordonnées, donc soit vers une mâchoire supérieure en avant ou bien en retrait. Lorsque l'enfant est jeune, on arrive à stabiliser ça très bien et la croissance peut reprendre un rythme très régulier et sous physiologique et stable. Par contre, si le patient arrive à un stade où la croissance, où il a dépassé le pic de croissance avec une anomalie quand même assez grave, là, on va aller parfois vers le traitement pas curatif, mais juste de compromis, malheureusement. Oui, il faut dire que ce genre de problèmes peuvent avoir de grosses répercussions, puisque vous parlez justement de l'aspect psychologique, hein, des problèmes de mastication, des problèmes d'articulation aussi chez certaines personnes. Oui, de phonation et tout. De phonation également. Exactement. Et sur le plan psychologique... Ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Sur le plan psychologique, il y a des patients qui nous viennent, surtout lorsqu'il s'agit de petites jeunes filles. Les parents nous disent elle ne sort pas, elle ne sourit pas et tout. Pourquoi? Parce que c'est les malpositions qui complexent un petit peu l'enfant. Exactement. Absolument. Alors, on arrive un peu au volet prise en charge. Hein. On a parlé des caries, on a parlé de l'absence des dents. Alors, j'imagine que déjà, pour commencer par la carie, aujourd'hui, on parle toujours de plombage. Oui. Oui. Plombage, oui. Bah oui, parce qu'avant, c'était l'amalgame, comme ça a la couleur du plan. On fait du composite ou du plan toujours? Non. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec l'amalgame. Je travaille qu'avec du composite. Maintenant, ça a tellement évolué. Il y a plusieurs... donc, c'est un confort pour même le patient. Maintenant, il refuserait. Même si on proposerait de l'amalgame, il refuse. Donc, on parle... oui, ils disent plombage, mais nous, on comprend ce qu'ils veulent dire. Voilà, c'est des soins en général au composite. Par rapport à l'aspect psychologique aussi, rebondir sur ça, je pense que c'est le point le plus important dans un cabinet, dans un cabinet dentaire, c'est l'aspect psychologique du patient. Parce que déjà, comme je vous ai dit, ils viennent avec beaucoup d'appréhension, soit parce qu'ils ont une mauvaise image du dentiste, soit parce qu'ils ont été déjà traumatisés. Donc il faut les mettre en confiance et voilà, et pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent déjà être sérieux et pour pouvoir régler tous leurs problèmes dentaires. Il y a autre chose, il y a des gens aussi qui sont en manque de confiance. Moi personnellement, 90% de ma patientèle, c'est des femmes. Je communique beaucoup avec mes patientes. Elles se confient même à moi. Elles viennent à la première consultation vraiment avec un manque de confiance, vraiment complètement déprimée. Et sincèrement, c'est dû à quoi? C'est dû... il y en a certaines qui éclatent en larmes. Elle me dit, moi, je ne peux même pas manger à table avec mon mari. J'ai honte de ma bouche. Je ne peux pas... je suis avec des femmes, je ne prends jamais la parole parce que je n'ose pas montrer ma bouche. Franchement, c'est vraiment, sur le plan psychologique, c'est une frustration, c'est même un complexe. Et même chez des jeunes patientes. Et donc, pouvoir rétablir le sourire et sincèrement, après, c'est des femmes transformées. Finalement, ce n'est pas un luxe, hein. Ça relève de la confiance en soi. Exactement, elles reprennent confiance. C'est des femmes plus épanouies, qui prennent confiance, qui reprennent confiance, qui profitent.
on va dire, de leur vie pleinement. Voilà, parce que... Oui. Docteur Satré, à quel moment on parle de dévitalisation, puisqu'on reste encore sur les soins? Oui, la dévitalisation, parfois la maladie carieuse progresse rapidement et tout, le patient ne consulte pas à temps, donc on est obligé donc, de dévitaliser. Et si nous dévitalisons, donc ça finit toujours par des traitements prothétiques, donc c'est les couronnes, c'est la les dent qui est bridges. complètement morte, hein, c'est ça. Dévitaliser, c'est tirer complètement le nerf. Donc la dent, c'est bon, vous avez donc bien dit, elle est mortifiée. Donc après ça, généralement, pour éviter ou bien pour essayer de garder le plus longtemps possible cette dent, il vaut mieux la couronner. Donc ça, on est dans la réhabilitation prothétique. Hein. Là, ce que je peux rajouter également concernant tout ce qui est intégration donc, psychologique et ça a parlé, c'est vrai que nous, à l'hôpital, on a une patientèle un peu différente par rapport au secteur libéral, surtout concernant les enfants, parce que nous recevons beaucoup des patients syndromiques. Donc, c'est des enfants avec des malformations congénitales qui présentent des conséquences bucco-dentaires. Alors, ces conséquences bucco-dentaires, c'est la perte des dents. Et un enfant donc, qui n'a pas de dents a une... dispose à avoir ce genre de problème bucco-dentaire. Voilà, c'est des syndromes carrément. Ce que nous recevons, nous, trop récurrent, c'est le syndrome de crise donc présente des conséquences bucco-dentaires, perte des dents. Et là, nous sommes obligés donc d'intervenir pour une intégration psychosociale à l'enfant, parce que leur dent, à quel âge ces enfants? Généralement, c'est-à-dire ils n'ont pas de dents. Une malformation congénitale. Donc cette malformation congénitale va donner des conséquences. Soit c'est une perte partielle, on va dire. Il y a quelques dents qui manquent jusqu'à la perte totale des dents. C'est des enfants qui se présentent comme un édenté total. Et là, nous sommes obligés donc d'assurer... Quelles sont les solutions que vous proposez justement? Là, maintenant, tout dépend si le patient présente quelques dents. Il y a quelques dents qui sont donc toujours sur l'arcade. On va aller sur des réhabilitations plus ou moins fixes. Donc, en collaboration avec l'orthodontie, donc c'est des bagues molaires avec un fil, on va dire, où on met des dents artificielles. Parfois, cette solution donc n'est pas envisageable parce qu'il y a une perte totale des dents. Là, on part sur des prothèses à caractère malheureusement. C'est juste pour assurer cette intégration à l'enfant et lui permettre une fonction et déjà une mastication, une phonation. C'est un peu délicat et c'est un peu compliqué. Alors, ces patients consultent généralement et uniquement à l'hôpital. Donc, j'imagine que la prise en charge doit être assez délicate, lourde. Voilà. Délicate, difficile. Gagner donc la confiance d'un enfant de 4 ans n'est pas si facile. Hein. Et lui proposer déjà une prothèse, ça reste quand même un défi assez... de haut niveau, on va dire. Quels sont les soins proposés aujourd'hui en EDF? On a vu qu'au fil du temps, la chirurgie dentaire a évolué avec une vitesse incroyable. On en parlait d'ailleurs par rapport aux soins justement et par rapport au plombage. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui en EDF? Tout est proposé. Comme étant quelque chose quand même de nouveau, de révolutionnaire. Alors on n'aime pas les bagues. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des appareils plus esthétiques qu'on ne voit pas, invisibles? Exactement. Oui. Est-ce que ça existe chez nous? Déjà, le dispositif, il dépend du diagnostic. Donc on ne peut pas tout proposer à tout le monde. C'est-à-dire que si on va vers le traitement fixe, on peut déjà proposer... Alors, il n'y a pas d'âge déjà pour l'EDF? Il n'y a pas d'âge civil, mais il y a la santé dentale du tissu de soutien qui peut nous déterminer est-ce qu'on peut traiter ou pas. C'est-à-dire si on reçoit un patient adulte, on va dire un peu âgé, c'est là à partir de sa radio panoramique qu'on peut déterminer si les dents peuvent supporter un déplacement dentaire ou pas. Ensuite, à partir Il faut rappeler que votre spécialité consiste au déplacement des dents ou des os aussi pour un parfait alignement. C'est ça, si on peut résumer. C'est ça, exactement. Donc, le déplacement des os, on est limité par la croissance. Donc, il faut le faire une fois exactement. Avant quel âge? Avant la fin de la croissance. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'agir avant 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon, mais plutôt on agit
aussi. D'accord. Donc on arrive à des résultats plus stables, mais on peut aller quand même jusqu'à l'âge de 16 ans chez le garçon surtout, mais après tout dépend de l'anomalie. Si on est dans le sens transversal où on sait que la croissance, elle est encore, on peut la solliciter encore, on peut quand même tenter, mais en ayant des résultats moindres par rapport à un âge plus précoce. Maintenant, s'il y a des dispositifs qui sont amovibles, qu'on propose selon l'anomalie, mais généralement on travaille beaucoup avec des dispositifs fixes, les bagues ou les braquettes, comme vous avez dit tout à l'heure, les bagues. Donc, pour les braquettes, il y a des solutions plus esthétiques. Déjà, on propose des braquettes en céramique, ce qui est moins visible pour le patient, mais on peut aller vers un traitement où c'est sur les faces internes, où c'est pratiquement invisible. Ça dépend. On fait aujourd'hui les bagues à l'intérieur des dents. On fait aussi des bagues à l'intérieur. Ça ne coûte pas plus cher? Si. D'accord. Si. Ça Après, ça dépend du patient parce qu'on peut faire une solution. Ça coûte combien? Je sais que c'est une question qui cache un peu, mais bon, on sait très bien que ce genre de soins coûte assez cher. Ça coûte combien en moyenne un appareil dentaire, justement? Là, ça dépend du dispositif qu'on va mettre en place. En moyenne, on va dire à peu près. On va dire ça va vers à partir de 100 000 dinars. Voilà. Oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça peut aller à des sommes beaucoup plus importantes, justement, selon les moyens du patient. On peut aller vers des solutions beaucoup plus esthétiques, mais beaucoup plus coûteuses, comme les gouttières. Donc, le patient, déjà d'emblée, il vient avec une idée en tête, avec une marque américaine. Il nous dit, voilà, moi, je veux telle marque pour corriger mes dents. Ça, c'est une solution avec uniquement des gouttières transparentes. C'est moins importante que les bagues ou les dispositifs plus élaborés. Non, le résultat, c'est le même résultat. C'est le même résultat. Parfois, ça donne de meilleurs résultats qu'avec des braquettes. Mais malheureusement, ça reste très, très coûteux pour les patients. Parce que ça reste quand même une technologie nouvelle, c'est ça? Technologie, oui, exactement. Oui. Et c'est combien de temps, généralement? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ça prend combien de temps, généralement, un appareil dentaire? Un minimum de 1 année. Oui. Et ça peut aller jusqu'à 3 à 4 ans si on commence avec un patient qui présente une anomalie osseuse et on attend la fin de la croissance pour passer au traitement des anomalies dentaires. Donc c'est vrai, parfois on commence avec un jeune enfant et il termine adolescent. Donc là, vraiment, ça dépend de l'anomalie. Mais moi, je peux vous dire qu'un minimum de 1 année est obligatoire pour corriger un problème orthodontique. Oui. Voilà. Il y a aussi les élastiques, ça sert à quoi? Des accessoires. Ça a l'air d'être tellement contraignant en plus de ça. Oui, alors ça c'est des accessoires qu'on utilise pour aider, accélérer ou corriger certaines anomalies qui sont peut-être qu'on ne peut pas régler sur place, ou le port de l'élastique qui doit être changé régulièrement va aider le patient à avoir des dents plus alignées avec un contact entre les dents supérieures et inférieures plus stable pour la suite. Alors, on termine sur l'édentement, hein. On en parlait tout à l'heure avec Dr Sabri. Aujourd'hui, alors on a parlé déjà des couronnes, c'est ça. Alors ça consiste à couvrir une racine de dent. Avec quoi? Quels sont les matériaux aujourd'hui? Il y a la céramique, il y a plusieurs choix. Donc on a la couronne en céramique, métallique, céramo-céramique ou bien en zircone. Voilà, donc... Il y a aussi en résine. En résine, oui, mais... On l'utilise un peu moins. À l'origine, ma consoeur pourra le confirmer, la résine, c'est fait pour des provisoires. C'est juste que... c'est une question de coût. Il y a certains patients qui ne peuvent pas se permettre... C'est léger. Voilà. Peut-être ça a des avantages aussi. Elle a beaucoup d'inconvénients que d'avantages. Elle change de couleur, c'est ça? Exactement, elle vire rapidement de couleur et actuellement elle elle est beaucoup moins chère que la céramique quand même. Beaucoup moins chère. Est-ce qu'on peut encore une fois rappeler les prix, parce que je l'ai dit en préambule, à quel prix? On est obligé de dire aux gens à peu près ça coûte combien aujourd'hui les Alors tout dépend le matériau. C'est vrai qu'actuellement, donc avec la nouvelle technologie et tout, nous avons donc une panoplie, un choix donc multiple. Vous l'avez donc bien dit que ça partait de la résine maintenant jusqu'au tout céramique. Absolument. Donc, et même dans le tout céramique, nous avons plusieurs matériaux. Là, si je parle question prix, c'est... en moyenne, on va dire. En moyenne, donc, de la céramique, ça peut aller donc de 30 000, voire plus. 30 000 dinars, voire plus. Mais le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire, si le patient est soucieux de son esthétique, il vaut mieux aller sur une solution donc, de tout céramique pour avoir une intégration esthétique parfaite. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à faire la différence entre la dent naturelle et la dent artificielle. Chose qu'on n'avait pas avec la céramo-métallique et avec la résine. En fait, la différence, c'est qu'auparavant, on avait un socle métal qu'on couvrait avec de la céramique. Avec de la céramique. Maintenant, c'est du
tout céramique, c'est ça la différence. C'est du tout céramique. On évite d'ailleurs les patients quand ils viennent consulter, ils vous disent je veux pas donc cette matière où avec le temps je vais avoir un liseré grisâtre tout autour de ma gencive. Donc là, on préfère utiliser donc le tout céramique pour pallier qui a une meilleure durée de vie, c'est ça? Oui, en plus, il est très biocompatible. Donc, on a une intégration esthétique et même parodontale sur le plan du parodonte. Et en termes de il n'y a pas de problème. Solidité absolue, absolument. Donc, c'est. Oui. Vous avez parlé de changement de couleur. Justement, tout à l'heure, on a parlé des dents dévitalisées quand elles changent de couleur au fil du temps. Est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui qu'on peut injecter, par exemple, à ces dents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre à la dent, j'ai envie de dire, sa couleur, oui. Sa couleur naturelle. Oui, on peut donc commencer par un éclaircissement dentaire. Donc c'est un gradient, on va dire, thérapeutique à suivre. Mais la dent, elle est déjà fragilisée. Est-ce qu'un blanchiment ne va pas l'altérer davantage? Non, ne va pas l'altérer, on va dire, à un certain pourcentage. C'est-à-dire, c'est pas à 100% qu'elle ne va pas être altérée. Après l'éclaircissement, donc vient la couronne. Donc on peut, avant la couronne, on peut faire des facettes. Donc on est dans la dentisterie, on va dire, esthétique. Oui. Donc la facette, on est vraiment dans l'esthétique ici. Voilà, c'est une fine pellicule qui va donc, c'est comme une lentille de contact qui va donc couvrir juste la face vestibulaire donc de la dent, juste la devanture pour donner. Est-ce qu'on taille aujourd'hui les dents pour avoir des facettes? À minima, oui, on taille. On est obligé de tailler pour ne pas avoir un surcontour. D'accord. Donc on est obligé d'assurer donc la place à cette facette. Donc on passe par une petite préparation. Elle est à minima. Quand je dis à minima, c'est-à-dire on est de l'ordre de 0,3 mm. Parce que les facettes sont très fines aujourd'hui. Très fines. C'est comme une lentille de contact. Oui. Après, on a des traitements plus invasifs. Ça aussi, c'est très cher, les facettes. Oui. Oui, ça mais là, on est vraiment dans le luxe. Quand on arrive aux facettes, on n'est plus dans les soins, on est vraiment dans l'esthétique. Donc c'est un peu différent. Par contre, quand on parle aussi, alors on va bientôt terminer pour ne pas oublier, ça c'est un point aussi important, puisque c'est un peu votre spécialité, l'implantologie également. Oui. Ça aussi, c'est un soin qu'on propose aujourd'hui. Oui, ça c'est quand on n'a plus de dents, quand on a plusieurs dents absentes également. Une dent absente ou plusieurs dents, on peut donc faire l'implant. D'ailleurs, c'est le traitement, on va dire, le moins invasif. Quand on perd une dent, on la remplace avec un implant, mieux que tailler les autres dents et faire un bridge. Parfois, alors parce qu'avant on avait recours, faut-il le rappeler, on taillait parfois des dents saines pour pouvoir placer un bridge ou des couronnes. Oui. Là, l'implantologie permet d'assurer et de résoudre ce problème sans donc porter atteinte aux autres dents, même si le patient donc est édenté total, donc il n'a plus de. On peut faire donc l'implantologie, c'est-à-dire il va avoir ce qu'on appelle donc des bridges implantoportés, donc ils vont être scellés ou bien donc transvissés en fonction donc du cas. Donc nous avons quand même un large choix concernant la réhabilitation prothétique implantaire. On peut placer jusqu'à combien d'implants? On n'a pas de limite? Si, c'est codifié. Donc, si on veut faire de la fixe, donc implantoporté, donc scellé ou transvissé, donc il faut minimum 6 implants, voire plus. Donc, on peut arriver jusqu'à 8 implants. Après, avec 4 implants, on pourra faire également des bridges sur pilotis, on les appelle. Donc, c'est une alternative, on va dire, pour avoir le confort, parce que c'est fixe, et en même temps utiliser moins d'implants. Voilà. Oui. Et c'est quoi Alors, il faut rappeler qu'un implant ne peut pas être placé par n'importe qui. C'est une opération chirurgicale dans un milieu aseptisé, carrément. Exactement. Voilà. Oui. C'est quoi la durée de vie d'un implant? Vous voulez intervenir, docteur? Non. La durée de vie de l'implant, en principe, on n'a pas de durée de vie, on ne peut pas donc garantir, mais nous, on a obligation de moyens, on essaye donc de garantir un plan de traitement donc adéquat, donc on fait tous les moyens pour que notre plan de traitement donc soit pérenne, on va dire. Parce qu'en fait, il y a des facteurs qui vont intervenir, qui vont faire en sorte que cet implant puisse durer dans le temps ou pas. Bien sûr, voilà. C'est une planification. Donc, il y a aussi l'hygiène, il y a beaucoup de il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire il y a des paramètres qui sont du ressort du médecin dentiste et des paramètres donc du patient. Parmi les paramètres du patient, vous l'avez bien dit, l'hygiène et tout, donc on insiste sur ça, on motive notre patient, on réévalue. Sinon donc l'implant, il va y avoir un échec, il ne va pas y avoir une ostéo-intégration. Concernant le volet donc du médecin dentiste, c'est une planification donc qui est faite. D'ailleurs on l'appelle planification donc préimplantaire, donc on fait une radio assez spéciale donc pour
savoir où poser donc l'implant. Est-ce qu'il y a assez d'os pour poser donc l'implant, ou bien nous sommes obligés de passer par des greffes osseuses. Donc tout ça rentre en jeu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas éligible à avoir un implant finalement. Tout le monde ne peut pas avoir. Oui, c'est tout dépend le cas. C'est tout dépend le cas, et même le nombre d'implants, c'est-à-dire la restauration donc prothétique qui va venir donc par la suite, et c'est-à-dire on guide un tout petit peu le nombre de l'implant, voilà. Et ça coûte combien un implant en moyenne? Tout dépend les marques. Oui. En moyenne, c'est dans les 150, c'est ça, dans les 150 000 dinars avec couronne, oui, c'est-à-dire avec réhabilitation prothétique. La dent complète quand on va parler de mais c'est en fonction des firmes, c'est en fonction. En moyenne. En moyenne, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, peut-être un dernier mot. On n'a plus le temps. On me dit qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. On est arrivé à terme. En tout cas, j'étais ravie d'animer cette émission en compagnie de femmes à la veille justement du 8 mars. Merci à vous de nous prêter attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous revois lundi. Au revoir.